Blondine du Crevon et l'officier. 5e partie. Fontaine de vie. La fuite. Emma, 10 août 1944. Il y a 15 jours, Elisabeth a quitté le foyer avec son petit Erwin, accompagné du père de l'enfant pour aller à Dortmund. Le dernier jour de juillet, une petite fille est née à Westwald. Elle s'appelle Ingrid. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre naissance, car les choses ont l'air de bouger du côté des Alliés. Ils sont toujours sur la rive sud de la Seine, mais il paraît que les blindés américains ne sont plus très loin du Mans. Comme d'habitude, peu d'informations filtrent, mais je laisse souvent traîner mes oreilles et j'ai surpris une conversation entre Fritz et Engelin. À Paris, le gouverneur militaire von Stülpnagel vient d'être remplacé suite à un attentat contre Hitler. Attentat raté malheureusement. Plus inquiétant, le foyer va être transféré sur ordre du général de corps d'armée. Fritz a envoyé un télégramme à Himmler pour l'avertir que Westwald allait être transféré le 10 sous la direction du sous-lieutenant Decker. Destination Wiesbaden. Je me suis précipité à la bibliothèque pour repérer où nous allions atterrir. Wiesbaden se trouve près de Francfort-sur-le-Main. Je feins l'ignorance devant les autres mamans, mais je suis inquiète. Friedrich m'a écrit. Il lui est impossible de venir. J'ai lu et relu sa dernière lettre au point de la connaître par cœur. Mon amour, j'ai le cœur serré car je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir. Les bombardements continuent sur tout le département de la Seine-Inférieure, à Rouen, Elbeuf, Le Havre,Eu et bien d'autres. Il ne se passe pas un jour sans bombardement sur les villes normandes. Saint-Lô est tombé le 20 juillet. Les civils ont payé le prix fort. La ville a été détruite à 90% par les bombes alliées. Caen est également aux mains des Alliés, mais nos troupes tiennent toujours sa banlieue. Plus pour très longtemps, je pense. La ville a aussi beaucoup souffert des bombardements qui ont coûté la vie à tant de civils, inutilement, puisque nos troupes ont contourné Caen. Ce même jour, dans la nuit, un attentat à la bombe a failli coûter la vie à Hitler. Nous n'avons pas beaucoup de détails, hormis qu'il a échoué et que suite à cet événement, Guderian est devenu le chef de la Wehrmacht. Si certains se réjouissent que le Führer ait survécu, c'est loin d'être mon cas. Sur les routes, la circulation est devenue intenable à cause des avions mitrailleurs et des actions de la résistance. Aussi, je ne peux même pas venir te voir. J'aurais tant voulu vous serrer dans mes bras, toi et Mathias, et j'ai au moins eu la chance de voir notre bébé dès sa naissance. Mais je suis triste, car dans combien de temps aurai-je la chance de vous revoir? Aurai-je le bonheur de le voir grandir? Promets-moi de lui parler de moi, pour qu'il sache combien son père l'aime. Rassure-toi, je vais tout faire pour tenir ma promesse. Je veux rester en vie pour vous retrouver. Tu es mon espoir et mon repère. Comme j'aimerais te murmurer des mots d'amour à l'oreille, te serrer dans mes bras à t'étouffer, t'embrasser et en perdre haleine. Je rêve aussi de poser mes lèvres sur ton corps. Je ne me fais aucune illusion sur l'issue des combats en Normandie, à moins que nous ayons des renforts conséquents, ce dont je doute. Les hommes qu'on nous envoie désormais sont des gamins. Si je suis lucide depuis longtemps sur la situation, d'autres découvrent aujourd'hui la réalité. Nombreux sont ceux qui maintenant ne croient plus en la victoire de l'Allemagne. Mais combien de temps cela va-t-il encore durer? Si jamais tu dois quitter la Morlaix, ne viens surtout pas en Normandie. Ce serait trop dangereux. Va chez mes parents. Je t'ai laissé suffisamment d'argent pour que tu puisses y aller. Mais surtout, ne prends pas de risques. Tu es tout pour moi. Ich liebe dich, meine Liebe. Ton Friedrich. PS. J'ai prévenu tes parents de la naissance de Mathias. Je sens mes yeux devenir humides en pensant à lui. J'imagine ses mains sur moi, la douceur de ses baisers. Dieu qu'il me manque. Sans lui, c'est comme si j'étais amputée d'un membre. Et je me raccroche à notre fils, qui est le bénéficiaire de tout cet amour que j'éprouve pour son père, en plus de celui que je ressens pour ce petit ange depuis qu'il a vu le jour. La chair de ma chair. Pendant ce temps, Friedrich, lui, est seul, même si Hans est auprès de lui. Cette simple phrase « Aurais-je le bonheur de le voir grandir ?» m'a noué la gorge.
Il faut que je lui insuffle de l'espoir pour qu'il survive. J'ai peur pour lui. Il fallait absolument que j'informe Friedrich de notre prochain départ. Je veux éviter qu'il s'inquiète. Pour être certaine que l'information passe, j'ai demandé à Engelin si je pouvais passer un coup de fil à l'Obersturmführer Reinhard Siebert, à la Pitié. L'adjudant, à ma grande surprise, a accepté, peut-être impressionné par le grade de Reinhard, ou simplement parce qu'il m'apprécie. L'échange avec le médecin a été bref, mais il m'a promis de contacter Friedrich le plus rapidement possible, et même d'appeler Fritz pour savoir où nous allons exactement. Je l'ai remercié chaleureusement. Friedrich a confiance en lui, moi aussi. J'ai aussi envoyé une lettre hier, avant le branle-bas de combat. Friedrich, mon amour, j'ai bien reçu ta lettre. Toi aussi, tu me manques énormément. J'ai au moins la chance de ne pas être seule, car j'ai Mathias qui m'apporte tant de joie. Je passe chaque minute avec lui, et je suis capable de décoder la signification de chaque cri ou pleur, selon sa tonalité. Faim, douleur, inconfort, fatigue ou ennui. Il ne fait pas encore toutes ses nuits, mais c'est vraiment un bébé paisible. Je comprends que tu ne puisses pas venir. Moi aussi, j'appréhende l'avenir. Nous allons être séparés un moment, car je viens d'apprendre que le foyer va être transféré. Ils ont parlé de Wiesbaden, et nous partons demain, 10 août. Un camion a déjà été chargé avec quelques berceaux, des caisses de médicaments, des cartons de matériel et de paperasse. Le sous-lieutenant Decker et un détachement de SS supervisent toute l'opération. Nous allons suivre avec le personnel de la pouponnière. Quand je dis « nous », j'entends les mamans et leurs bébés, plus les bébés abandonnés au Reich. Cela fait une vingtaine de personnes, en comptant les infirmières, Fanny, Engelin, le couple Grunwald, moi et Mathias, Mariette avec sa petite Helga et les autres bébés, Edith, Ute, Gérard, Jean-Pierre, le plus âgé des enfants à près de 9 mois, et Ingrid, la plus jeune avec ses 10 jours. Nous allons être répartis dans 2 bus militaires. J'ignore quand nous pourrons de nouveau être réunis, mais en tout cas, je vais rejoindre l'Allemagne sous bonne escorte, et je ne serai qu'à 300 kilomètres de chez tes parents, j'ai vérifié. Prends surtout soin de toi, mon amour. Tu es dans toutes mes pensées, et je parle de toi chaque jour à Mathias. Même si pour l'instant, il n'y comprend pas grand-chose. Tout ce qui compte, c'est notre amour. Je t'aime à la folie. Au point de me mettre à l'allemand, tu imagines? Ton Emma pour toujours. Ce matin du 10 août, nous montons dans les 2 bus. Les infirmières montent dans le premier avec les bébés laissés aux mains de la SS. Moi et Mathias investissons l'autre avec Mariette et Helga, Engelin et les Grunwald. Decker donne le signal de départ et le convoi composé de 5 véhicules s'ébranle. Fritz n'a pas daigné venir nous dire au revoir. J'ai appris qu'il va rejoindre Lebensborn en Norvège avec sa secrétaire, Fräulein Reinth. Je jette un dernier regard sur le manoir qui disparaît bientôt derrière les bouquets d'arbres au bout du chemin d'accès que nous avions pris le 13 mars avec Friedrich. Le convoi vire à gauche et descend la côte vers la Morlaix avant de rejoindre la route de Paris. Pendant qu'actuellement tous les yeux sont tournés vers ce qui se passe à l'ouest, nous allons traverser la France vers l'est. Au bout d'1 heure, nous atteignons Meaux, puis Château-Thierry, après 1 heure supplémentaire. La traversée de la Champagne a un effet soporifique sur moi. Nous sommes arrivés à hauteur de Sainte-Menehould, là où Louis XVI a été reconnu pendant la fuite à Varennes, via Épernay et Châlons. Cela fait plus de 5 heures que nous sommes partis. À chaque étape, pour une pause bienvenue, afin de changer les couches des bébés, se restaurer ou refaire le plein d'essence, le détachement de la Waffen-SS reste sur ses gardes, car les routes, même nationales, ne sont plus sûres. Pour une fois que la présence de SS est rassurante. Après les forêts et les étangs de l'Argonne, nous voilà à Verdun. Dieu que cette région a l'air triste. C'est vrai qu'elle est liée aux heures les plus tragiques de la Grande Guerre. Nous atteignons Metz vers 16 heures. L'Allemagne n'est plus très loin, et nous sommes à Saarbrück à 17h30. Entre Saint-Avold et la capitale de la Sarre, la région est verdoyante et très vallonnée. Je découvre le pays de Friedrich, et je me surprends à admirer ses paysages, ses villages, comme Kirkel et son ancienne forteresse en ruine, puis de grandes zones couvertes de forêts dans la région de Landstuhl,
sur la route de Kaiserslautern. Nous traversons le Rhin à Mayence, et je pense à ce que m'a raconté Friedrich sur la Loreley. Notre destination n'est plus très loin. Je vois les pancartes indiquant Wiesbaden. Il est plus de 21 heures lorsque notre petite caravane s'arrête devant le foyer Taunus, à 3 kilomètres du centre de Wiesbaden. Emma, 23 septembre 1944. J'ai fait un peu mieux connaissance avec les lieux qui nous accueillent le lendemain matin. Taunus est une grande demeure de 4 étages, avec une grande façade d'une 30aine de mètres. Le dernier étage comprend des chambres mansardées. Une grande pelouse s'étend devant l'entrée et offre une superbe vue sur la campagne tout autour, et au loin, sur un massif boisé, le massif du Taunus, dont le Lebensborn tient son nom. J'apprends avec surprise que les points culminants de ce massif sont le Grosser Feldberg et le Kleiner Feldberg. Feldberg, le lieu où mon Friedrich est né. Quand je pense que mes futurs beaux-parents habitent là-bas, au loin, mais si proches à vol d'oiseau. Il y a aussi une légende sur ce massif, selon laquelle les Valkyries et les dieux germaniques aimaient s'y réunir. J'ai surtout découvert un établissement bien équipé, une maternité dernier cri avec des chambres individuelles pour les mamans, où il y a 22 infirmières. La maternité est dirigée par le SS Obersturmführer Dücker, un spécialiste de la race, qui s'occupait auparavant du Lebensborn de Bad Polzin en Poméranie, où avait travaillé Irène. Les personnes employées pour la cuisine et l'entretien des locaux sont très dociles et effacées. Le 2 septembre, des réfugiés belges sont arrivés fuyant le Lebensborn de Végimont. En effet, les Britanniques ont atteint Arras et les Américains sont à Cambrai. Contrairement à nous, les Belges n'ont pas été prévenus de leur départ, et tout s'est fait dans la précipitation. Tout le monde est parti vers midi, sans prendre le temps de déjeuner. Les Allemands ont fait monter les enfants dans un car, mais les mamans n'ont pas été autorisées à monter avec eux. Il y avait une 40aine de personnes, accompagnant une 20aine d'enfants. Seules 5 mères ont pu finalement faire partie du voyage, dont 2 infirmières allemandes qui résidaient dans la maternité Ardennen avec leur bébé et 3 autres, vraisemblablement des épouses de SS ayant accouché récemment. Leur voyage a été manifestement agité, car l'aviation alliée pilonnait les gares de triage et les nœuds ferroviaires dans la vallée du Rhin. À Taunus, les pensionnaires sont surpris, après avoir vu arriver des mères et des bébés français, de voir arriver des Belges. Tout le monde semblait ignorer l'existence de Lebensborn en France et en Belgique. Mais ces nouvelles arrivées en l'espace de 3 semaines sont surtout le signe que les choses se gâtent sérieusement à l'ouest pour l'armée allemande. C'est aussi ma crainte, car je ne sais pas où est Friedrich. Comme les autres mères présentes, je m'occupe de mon bébé, je me promène avec lui. Je mesure ma chance, car si j'avais été en Belgique, j'aurais pu être séparée de mon petit Mathias. Et quand je vois tous les bébés confiés aux soins des infirmières dans la salle des nourrissons, j'ai mal au cœur. Car certes, ils sont nourris et changés régulièrement, mais les Schwestern ne leur montrent guère d'attention et d'affection. J'en frissonne à l'idée que mon enfant aurait pu être parmi eux sans moi. J'ai proposé mon aide pour garder un œil sur Edith, comme je me l'étais promis. Je m'occupe d'elle et des autres bébés venus de France, quand Mathias est endormi. Je leur offre une dose de câlins dont ils ont bien besoin. Ils ne pourront pas être adoptés avant un bon moment, et s'ils ne sont pas encore vraiment germanisés, ils entendent surtout parler allemand autour d'eux. En cachette, je leur parle français. Je me suis mise moi-même à l'allemand. J'avais déjà commencé avec Irène, et je continue avec quelques mères. C'est le seul moyen si je ne veux pas rester dans mon coin, et puis je veux pouvoir communiquer avec les autres, glaner des informations sur ce qui se passe dans le Lebensborn et en dehors du foyer, sur le front. Et je n'oublie pas que mon bébé est à moitié allemand. Je tiens à ce qu'ils connaissent les 2 cultures. La vie semble continuer ici comme si la guerre était loin. Ce soir se déroule une soirée dans une petite salle des fêtes que je n'avais pas encore vue, au rez-de-chaussée. Pour cause, elle est fermée à clé en dehors de ces petites fêtes organisées pour favoriser les rencontres entre des jeunes femmes et des SS. Leur monde est près de s'écrouler et ils songent encore à fabriquer des futurs soldats pour le Reich.
Même les femmes enceintes et les mamans allaitant leur bébé sont tenues d'y assister, pour montrer que nous sommes parfaites, pour être fécondées de nouveau, quand notre enfant n'aura plus besoin d'être nourri au sein. Les seules femmes à ne pas y assister sont les nonariennes, chargées de s'occuper des bébés pendant ce temps. Nous sommes censés revêtir notre plus belle robe pour cette occasion. Au besoin, le foyer y pourvoit. Ma première idée était de remettre la robe que j'avais achetée pour ma première soirée avec Friedrich. Mais cette robe est liée à un de mes meilleurs souvenirs et doit le rester. Je choisis donc parmi les tenues proposées par le foyer une robe longue en satin violet très sage, avec des effets de fronce d'un côté du buste et sur une hanche, ornée d'un nœud à la taille. Mariette s'accroche à moi quand nous descendons l'escalier. Comme moi, elle n'a pas envie de rencontrer un autre homme que le sien. Je lui donne quelques conseils. Surtout, évite l'alcool. Pas une goutte, même s'il s'agit d'un petit verre. Les soldats tentent souvent de nous faire boire pour faire tomber nos défenses. L'alcool rend euphorique et élève les inhibitions, et ils peuvent se croire tout permis, y compris de nous violer. Au besoin, en dernier recours, tu lui vomis dessus. Crois-moi, ça marche à tous les coups. Alors que nous approchons, nous entendons de la musique. Wagner, leur musicien favori. La porte à double battant de la salle à peine passée, j'aperçois Josefa Knoll, une coupe de champagne à la main, en pleine discussion avec un SS. Elle est même souriante. Un événement. Des femmes sont déjà en pleine conversation avec des soldats. Certaines dansent déjà, et d'autres, plus timides, attendent dans un coin, attendant qu'un des SS en train de parler entre eux vienne les aborder. Le parquet brille comme un miroir, briqué par les femmes de ménage, dont j'ai appris qu'elles venaient d'un camp de concentration. C'est l'une d'elles qui me l'a appris. Elle avait profité d'un moment où j'étais seule pour me dire un timide bonjour en français, après s'être aperçue que je le parlais à Mathias. Je lui avais répondu avec un grand sourire. Au fil des jours, elle s'était enhardie, mais nous parlions toujours en cachette. Comme la plupart des femmes de ménage et du personnel de cuisine, elle venait du camp de Ravensbrück, à 600 kilomètres de là. Pour elle, cette affectation, même si elle était temporaire, était une aubaine. Au moins, à Taunus, elle ne mourrait pas de faim. Elle s'était encore plus ouverte lorsque je lui avais avoué que j'étais entrée dans un Lebensborn en France pour échapper à la Gestapo grâce au père de mon enfant. Elle-même était une résistante déportée. Elle avait été arrêtée durant l'été 1943. Elle m'avait expliqué que Ravensbrück accueillait des détenues politiques, notamment de nombreuses Françaises comme elle, mais aussi des détenues raciales, juives, tziganes ou roms, des prisonnières de guerre, surtout de l'armée rouge, ainsi que des détenues de droit commun et des prostituées. Le camp fournit en main-d'œuvre féminine l'ensemble des industries d'armement allemandes et les mines de sel. Elle m'avait raconté que les prisonnières de Ravensbrück sont l'objet de sévices permanents, battues, astreintes au travail et assassinées lorsqu'elles n'en sont plus capables, ou pour un acte de rébellion ou sans raison particulière. Les prisonnières jugées inaptes au travail étaient tuées par balles jusqu'en 1942, mais maintenant, elles sont transférées à Auschwitz et vers d'autres camps. Plusieurs sont exécutées à l'infirmerie du camp par injection létale. Des expériences médicales sont aussi menées, sur des Polonaises en général. J'en ai eu froid dans le dos. Voilà donc ce qui se passe dans ces camps. Et ces transferts vers ce camp d'Auschwitz, au lieu de les tuer par balles, est-ce que c'est ce que je crois? Un camp d'extermination? Friedrich sait-il ce qui se passe là-bas? Je chasse pour l'instant ces questions pour revenir dans le présent. Je dois rester vigilante. La lumière se reflète dans les cristaux des lustres astiqués par les prisonnières. « Ça va, Emma ?» me murmure Mariette. J'étais juste dans mes pensées. Tout va bien. Nous nous faufilons entre les groupes et allons nous asseoir sur un canapé dans un coin. Des apéritifs et des parts de gâteaux sont disposés un peu partout. Désolée, Mariette, je dois aller aux toilettes. Je reviens vite. Je me ferai un chemin entre les SS, dont certains bien éméchés, et je me dirige vers les toilettes les plus proches, qui, par chance, sont libres. Enfermée, je respire un grand coup, me libérant un peu de l'oppression ressentie au milieu de ces fanatiques du Führer. Je dois pourtant me résoudre à ressortir. Je me lave les mains longuement
et les essuie avant de retourner dans la salle. En chemin, un officier SS s'approche et s'adresse à moi dans le couloir. « Bonsoir, Fräulein. SS Hauptscharführer Dietrich Henning. Me feriez-vous l'honneur de me tenir compagnie ?» Je fronce les sourcils car mon allemand est loin d'être parfait, mais j'ai bien compris sa demande. Cependant, lui répondre dans sa langue va être compliqué. Navré, je ne parle pas très bien votre langue. Il a dû repérer ma nationalité à mon accent. Peu importe, je parle français. Qu'est-ce qu'une Française manifestement aryenne fait ici? Vous désirez porter un enfant pour le Führer? Je viens du Lebensborn-Westwald, en France, qui a dû être évacué. J'ai déjà un enfant qui n'a que 2 mois, et que j'allaite encore. Désolée, j'ai bien peur de ne pas être celle qu'il vous faut, SS Hauptscharführer, si vous envisagez d'offrir un enfant rapidement au Führer. Nous pourrions quand même faire plus amplement connaissance, insiste-t-il. Je recule instinctivement, mais il avance, et je me retrouve acculée contre le mur, ses mains encadrant mon visage. Je me raidis, mon cœur affolé. « Tu es magnifique », me susurre-t-il à l'oreille. « Tu es entré très discrètement tout à l'heure, mais je t'ai repéré au premier coup d'œil. » Son visage se rapproche de plus en plus du mien. Il se presse contre moi, et je sens son érection. Une de ses mains me pelote un sein. Je frissonne de dégoût et je détourne la tête, une larme dévalant sur ma joue. Crier ne servirait à rien. Nous sommes toutes des proies qui se doivent d'être dociles pour ces hommes qui ont tous les droits, même celui de tuer. Je dois penser à Mathias et à Friedrich. « Hé, Dietrich, que fais-tu » rugit en allemand une silhouette dans la pénombre. Le SS s'arrête net pour regarder l'intrus que je ne distingue pas nettement. Peu importe, pourvu qu'il remette ce salaud à sa place. Laisse-la. Il n'y a rien d'agréable à baiser une fille qui serre les dents au lieu de prendre du plaisir. Je n'ai compris qu'un mot sur 2, mais au moins le type s'éloigne de moi. Je t'ai dégoté une fille consentante pour passer la nuit avec toi. Tant mieux, pensais-je. Je les observe partir tous les deux et je me laisse glisser le long du mur jusqu'au sol, en larmes. Il me faut quelques minutes avant de retrouver la force de me relever. Je cours dans les couloirs jusqu'à la pouponnière. Les enfants dorment paisiblement et leur respiration régulière me rassure. Tous ces petits innocents, eux aussi des victimes de ces cinglés de nazis et leur idéologie raciale. Je regarde mon fils dormir. Je reviendrai le chercher demain matin. Si je le prends tout de suite, je vais le réveiller et il ressentirait mon angoisse. Je n'ai pas le courage de retourner rejoindre Mariette. La simple idée de voir tous ces types m'horripile. Je remonte dans ma chambre et je me saisis de ma nuisette avant de courir jusqu'à la salle de bain la plus proche, dans laquelle je m'enferme à double tour. Je me frotte énergiquement sous la douche, insistant sur les endroits que mon agresseur a touchés, jusqu'à ce que ma peau rougisse. Je suis hantée par la sensation persistante de ses mains, de ses lèvres sur mon épiderme. Je me mets à sangloter sous la douche. « Friedrich, mon amour, où es-tu » Rentrée dans ma chambre, je prends sa dernière lettre, pour la relire encore et encore. « Emma, mein Liebling, les jours s'écoulent lentement loin de toi, ma chérie. Heureusement, tu es en sécurité, là-bas, à Wiesbaden. En ce qui me concerne pour l'instant, tout va bien. Nous reculons devant les Alliés, c'était à prévoir. La tâche de libérer Dieppe a été dévolue aux Canadiens, certainement en mémoire du raid de 1942. Ils savaient que notre 245e division d'infanterie était quasiment restée intacte et que la ville était fortifiée. S'ils voulaient la voir, ils devaient la bombarder. Mais la nuit du 31 août 1944, nous avons quitté Dieppe accompagnés des dernières troupes de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe après avoir détruit une partie des installations portuaires. Nous sommes conscients que les Alliés ont besoin d'un port de plus au nord de la Seine pour ravitailler leurs troupes qui s'éloignent progressivement des plages du débarquement. Il n'est évidemment pas question de leur laisser le champ libre. Nous étions à pied d'œuvre depuis hier, réquisitionnant tous les moyens de locomotion dans la ville. Dans la nuit, des déflagrations ont fait trembler le sol de Dieppe. Tour à tour, la mairie, le pont Colbert, le quai Henri IV, la gare maritime, la poissonnerie de détail, les différents quais du port ou encore les grues et les voies ferrées, entre autres, ont explosé.
2 remorqueurs et une drague ont été coulés, et les docks flottants ne sont plus utilisables. Seule l'action des résistants diepois a atténué l'ampleur des dégâts, en coupant les fils et en sabotant les dispositifs de mise à feu. Grâce à leur action, le port sera encore partiellement utilisable. Mais le salut de la ville est surtout dû au président de la Chambre de commerce, qui a négocié avec le général commandant notre division pour qu'il y ait le moins de dégâts possible sur les installations portuaires. Je suis heureux que nos troupes aient laissé cette ville sans trop d'effusion de sang. Bien sûr, il y a eu des victimes liées aux démolitions et à l'effondrement de certains édifices. Mais beaucoup d'habitants étaient partis se mettre à l'abri dans la campagne, craignant des bombardements comme ceux qui ont détruit Caen. Le 1er septembre 1944, lorsque les Canadiens sont entrés dans la ville après avoir traversé le champ de mines ceinturant la ville, ils ont été accueillis par un groupe de policiers diepois. Le 2 septembre, nous sommes passés à Berck, puis au Touquet, avec toujours des Canadiens derrière nous. Là encore, ces 2 villes ont été libérées sans combat le 4 septembre. Nous avions déjà évacué et la quasi-totalité des habitants avaient fui en raison des bombardements, se souvenant du dernier qui avait fait 49 morts en février. Le lendemain, c'était le tour d'Étaples. Nous nous dirigeons maintenant vers la Belgique, où cette fois les combats devraient reprendre. Je tiendrai ma promesse, rassure-toi. Je n'ai pas l'intention de jouer les héros. Les jours à venir vont être pénibles. Mais crois en notre amour, il est plus fort que tout. Rien ne pourra l'ébranler, ni la distance, ni les épreuves. Notre enfant en est la preuve, précieuse et unique. Notre bébé a dû changer. Je l'imagine en train de téter, comme lorsque je l'ai vu juste après sa naissance. Je t'aime plus que les mots ne peuvent en témoigner, mon Emma. Je pense à toi sans cesse. Je suis là, avec toi, dans chaque rayon de soleil qui caresse tes joues, chaque souffle de vent dans tes cheveux. Je dépose un baiser sur tes lèvres, tendrement, passionnément. Embrasse Mathias pour moi. Ton Friedrich. Je serre cette lettre contre mon cœur. Mon amoureux doit être en Belgique maintenant. Fais attention à toi, mon amour. Friedrich, octobre-novembre 1944. Depuis que j'ai reçu l'appel de Reinhardt, puis la lettre d'Emma, les choses se sont précipitées. Notre armée a reflué vers la Belgique ou vers l'Alsace selon l'endroit où les divisions se trouvent. Le 4 septembre, Bruxelles et Anvers sont libérés par les Alliés et de nombreuses personnes aux Pays-Bas pensent qu'il en serait de même pour eux très rapidement. C'est pourquoi ils commencent à célébrer prématurément la libération le 5 septembre. Ce jour est appelé depuis Dolodinsdag. Même nous avons cru la rumeur prétendant que Breda était libéré, ce qui n'est pas le cas. Certaines compagnies se retirent même à plusieurs reprises de leur poste, mais nous découvrons bientôt que les Alliés n'avancent pas parce qu'ils ont atteint leurs limites, provisoirement. Maastricht, située tout au sud du pays, est la première ville néerlandaise libérée par les Alliés à la mi-septembre. Nous refluons jusqu'au Brabant septentrional. Ma division est stationnée à Tilburg, l'une des plus grandes villes industrielles du pays, depuis la fin septembre. Je profite des brèves accalmies pour écrire à ma fiancée adorée. Mon seul réconfort est la dernière lettre que j'ai reçue d'Emma, postée depuis Wiesbaden en septembre. Elle l'a accompagnée d'une photo d'elle avec Mathias, qui ne me quitte plus depuis, comme une des photos de nous deux. Les Alliés lancent une offensive majeure depuis la frontière belgo-néerlandaise à travers le sud des Pays-Bas, en passant par Eindhoven et Nimègue, en direction du pont sur le Rhin à Arnhem. Leur objectif est apparemment de capturer les ponts sur la Meuse, la Waal et le Rhin, afin de libérer ces villes, contourner la ligne Siegfried et pousser jusqu'au cœur de l'Allemagne après le succès de l'opération. Montgomery, qui commande cette opération, croit peut-être que la guerre serait finie pour Noël. Ça me rappelle nos supérieurs, au début de la campagne de Russie. Toutefois, les Alliés en ont les moyens. Les troupes aéroportées britanniques, américaines et polonaises réussissent à prendre des ponts. Mais d'une part, nous avons été informés par notre service de renseignement, et d'autre part, les zones de largage étaient trop éloignées de leurs objectifs. En outre, leur communication radio n'a pas fonctionné, et notre corps de Panzer stationné près d'Arnhem a réagi beaucoup plus vite que prévu par les Alliés.
Leurs hommes se battent courageusement, mais sont bientôt isolés et doivent se retirer, non sans avoir subi de lourdes pertes. Leur avance s'arrête au sud du Rhin inférieur, nous laissant un saillant étroit partant du nord de la Belgique et traversant le sud-est des Pays-Bas. Ils repoussent nos assauts dans ce corridor, en particulier à Nimègue, mais nos forces attaquent plus au sud, à partir d'une tête de pont à l'ouest du coude de la Meuse, près de la ville de Venlo. Notre division menace donc maintenant leur flanc ouest, et les Alliés vont vouloir l'éliminer pour élargir la ligne de front. Ils vont certainement lancer une nouvelle opération pour libérer les restes du Nord-Brabant. Nul doute qu'ils viennent nous déloger de Tilbourg. Nos forces à l'ouest du corridor sont dirigées par le général-lieutenant Gustav Adolf von Zangen. Il sait très bien qu'il ne peut pas arrêter les Alliés et a préparé un retrait, contrairement aux ordres venus d'en haut. Il est arrivé à la conclusion que mener un combat dilatoire est la seule option viable et il veut compenser la perte de terrain en gagnant du temps. D'une part, il ne veut pas compromettre la retraite en toute sécurité, d'autre part, il ne veut pas donner l'impression que la 15e armée cherche une fuite sûre à travers les principaux fleuves sans résistance. Et avec la supériorité aérienne des Alliés, cela ne va pas être une tâche facile. Von Zangen a 3 corps d'armée allemands sous son commandement. Les 89e, 98e et notre 67e, lequel n'est clairement pas prioritaire pour d'autres renforts, à part la faible 256e division de Volksgrenadiers arrivée à la mi-octobre à Tilbourg et quelques unités mobiles. Le haut commandement met plutôt l'accent sur la bataille d'Aix-la-Chapelle, ainsi que sur les préparatifs d'une offensive dans les Ardennes. Pendant ce temps, les forces polonaises, américaines, canadiennes et britanniques avancent depuis la Belgique et libèrent différentes villes et villages néerlandais. Les combats s'intensifiant dans le Brabant occidental, von Zangen y dirige la plupart de ses forces le 8 octobre. Il s'attend à ce que les forces alliées avancent depuis le corridor. Les Britanniques attaquent le 22 octobre les positions de notre 88e corps d'armée à Nuland. Plus tard dans la journée, avec l'appui de la RAF, favorisé par une amélioration de la météo, ils détruisent les ponts de la Meuse, de la Dieppe, à Redel et Moerdijk, et au passage le quartier général de notre 15e armée à Dordrecht. Notre 59e division d'infanterie, qui tient la ligne R2 vers Limpde entre Boxtel et Wegel, cède devant l'attaque des Écossais qui ont pourtant fait face à des parachutistes d'élite endurcis. Les Highlanders libèrent au passage le camp de concentration de Herzogenbusch, dont j'ai découvert l'existence en arrivant dans la région. Bien que leurs blindés soient arrêtés par nos canons à Loon-op-Zand, 2 brigades britanniques prennent cette ville, ainsi que Gertruydenberg, sans aucune résistance après avoir trouvé un pont intact et traversé la Donge. Nous tenons toujours 2 poches au sud de la Meuse, celle de Tilbourg, où je me trouve, et celle plus grande de Bois-le-Duc. Le 24, les Britanniques se dirigent vers notre 712e division d'infanterie et rencontrent une forte opposition, en particulier à Middle-Road, ce qui ne les empêche pas de mettre un pied dans Bois-le-Duc, de prendre 2 ponts sur la Dièze et là, puis de dégager la rive sud. Le lendemain, les nôtres sécurisent une solide tête de pont sur la rive ouest de la Dommel et notre garnison de Bois-le-Duc résiste encore farouchement. Mais pour combien de temps? Le 26 octobre, épuisé, après de violents combats de maison en maison, ainsi qu'une contre-attaque repoussée, une grande partie des hommes est capturée. Le même jour, Oosterwijk est libéré. Depuis le sud, une brigade de blindés britanniques atteint Tilbourg et une partie de la ville est occupée par des soldats alliés néerlandais de la brigade Princesse Irène. Ce sont eux qui ont reçu l'ordre de nous déloger de Tilbourg. Pendant 2 jours, malgré de violents combats, nous tenons bon jusqu'à ce que les Alliés décident de remplacer les Néerlandais par des soldats écossais plus expérimentés le 27 octobre. À ce moment-là, nous avons déjà abandonné la ville, suite aux ordres de von Rundstedt, afin de prévenir une percée ennemie à Bergen-op-Zoom et d'économiser nos forces. Les artilleurs écossais lancent un barrage d'artillerie préliminaire totalement inutile, qui fait surtout souffrir les civils de la ville, en particulier ceux qui vivent dans le quartier sud de Bruckhoven, qui subit des dégâts importants. Les attaques canadiennes se poursuivent les jours suivants, nous repoussant plus loin vers le nord, malgré la résistance acharnée du 6e régiment d'élite de parachutistes
redéployés par von Rundstedt, utilisant des Panzerfaust et des canons automoteurs pour assommer les chars canadiens. Il faut plusieurs jours au premier corps britannique du général Crocker, celui qui a donné l'ordre de raser le Havre, pour traverser vers le nord le long de la ligne reliant Breda et Bergen-op-Zoom via Roosendaal. Notre artillerie et une contre-attaque près de Dorst entravent l'avance des blindés polonais et canadiens vers Breda, qui est néanmoins prise le 29 octobre. Nous nous sommes retirés vers le nord la veille. Mais c'est surtout la perte de Leschen et de son carrefour vital qui provoque la colère de l'Oberkommando der Wehrmacht, qui se rend compte que cela a été son point le plus faible. C'est notre 245e division d'infanterie qui reçoit l'ordre de contre-attaquer et de reprendre Wüstwesel le 30 octobre avec le soutien de l'artillerie du 67e corps. Nous attaquons jusqu'au soir, mais nous nous retirons après avoir subi de lourdes pertes en hommes ainsi que 13 chars et canons automoteurs mis hors de combat. Avec l'échec complet de cette contre-attaque, von Rundstedt autorise un retrait sur la ligne de la rivière et du canal Mark, dans un effort pour s'assurer que la 15e armée ne soit pas détruite, et rapporte à Hitler qu'elle devrait se retirer au-delà de la ligne de la rivière Waal. Mais Hitler ordonne qu'elle reste ferme dans la zone au sud de la Meuse, alors que la situation continue de se détériorer. Von Rundstedt a beau demander de nouveaux ordres au Führer, ce dernier maintient sa décision en déclarant qu'un renfort majeur a été ordonné. Plus significatif en termes opérationnels, le général Oberst Kurt Student, commandant la première armée parachutiste sur la gauche de la 15e armée, reçoit l'ordre de prendre le commandement de toutes les forces allemandes dans la partie nord-ouest des Pays-Bas. Les combats continuent jusqu'au 5 novembre. La destruction des ponts de Moerdijk sur la Meuse bloque l'offensive des Alliés. Nous battons en retraite, mais ce n'est pas encore une déroute. Des combats sanglants sont ainsi évités avec leur lot de destruction et de victimes civiles. Emma, 17 novembre 1944. Déjà plus de 3 mois que je suis à Taunus, et aujourd'hui est prévue la cérémonie de baptême de Mathias et d'autres bébés. Normalement, cette cérémonie a lieu quand le bébé a 1 mois, mais la guerre semble mettre des bâtons dans les roues de rituels pourtant bien huilés. En l'absence de Friedrich, le SS Hauptsturmführer Dücker m'a demandé si un parrain était désigné. Le premier nom qui m'est venu est celui de Reinhardt. Cet après-midi de novembre, nous sommes une dizaine de mères, bien habillées, avec nos enfants pomponnés dans les bras. Comme pour celle à laquelle j'assistais à la Morlaix, il y a une espèce d'hôtel, recouvert du drapeau à croix gammée et le portrait d'Adolphe, des fleurs partout. Des tables sont préparées avec du café, des gâteaux. Ils ont même prévu des disques pour cette fête SS. Très peu de pères sont présents, car la plupart sont au front. C'est donc Dücker qui va donner leur nom à ces bébés dont le père est absent. Je me suis assise pour donner le sein à Mathias, qui tète goulûment pendant que je discute avec une autre maman. Et soudain, mon interlocutrice s'arrête de parler, ses yeux dirigés vers quelqu'un à ma gauche. Je tourne la tête et je me pétrifie. « Fräulein Conteville, quel plaisir de vous revoir. »« SS Hauptscharführer Henning » rétorquai-je froidement. Je m'efforce de garder mon sang-froid, mais à l'intérieur je ressens de la panique. Ce type m'a fait faire des cauchemars pendant des jours, et j'espérais bien ne jamais me retrouver en sa présence. Mathias doit ressentir mon angoisse car il s'arrête de téter. « Je vois que vous avez fait un magnifique enfant pour le Reich. Félicitations », lance-t-il avec un sourire dont je ne sais s'il est sarcastique ou sincère. La seule chose que je souhaite à cet instant, c'est qu'il s'en aille, ou mieux qu'il crève sur place. Ça ne me ferait ni chaud ni froid. J'ai été promu Sturmscharführer sur le front de l'Est. J'ai failli mourir d'une balle dans l'épaule. Vous savez ce qui m'a fait tenir quand j'étais dans cet hôpital, là-bas. L'espoir que vous portiez mon enfant. Je tressaille devant son regard insistant. Il ne peut rien me faire en public, ni à mon enfant. Mathias est intouchable, sacré pour la SS désormais. Je me mords à l'intérieur de la joue. J'inspire profondément. Je pense à mon bébé. Il ne doit pas ressentir ma peur face à ce type. Je prévois de demander au docteur qu'il donne son autorisation pour que vous portiez mon enfant. Je suis française, un peuple abattardi. Vous devriez choisir quelqu'un d'autre, déclarai-je glacial.
Il saisit une mèche de mes cheveux qu'il enroule autour de son index. « Pourtant, vous avez été jugé digne d'en porter déjà un. Ne cherchez pas à me décourager. » Il me donne la nausée. Je prends mon courage à deux mains et je le regarde droit dans les yeux. « Je ne veux pas porter votre enfant, Sturmscharführer, puisque tel est votre grade maintenant. »« Pourquoi donc ?» demande-t-il, les sourcils froncés. « Je n'ai pas besoin de me justifier, » m'insurgai-je soudain énervé. Henning n'a pas le temps de répondre. Une voix masculine le coupe dans son élan. « Et c'est Sturmscharführer. Veuillez laisser ma fiancée tranquille. » Je lève les yeux et je croise ceux de Reinhardt, l'air menaçant. Henning se lève pour lui faire face. Ils sont de la même taille, ont la même carrure, mais leurs visages sont différents. Le nez de Henning est plus large que celui de Reinhardt. Ses pommettes sont moins hautes, même si tous deux ont des lèvres fines. Le grade de l'ami SS de Friedrich est plus élevé que celui de Henning, qui s'éclipse donc sans un mot. Je respire un peu mieux. « Désolée, Emma. Si j'étais arrivée plus tôt, il ne t'aurait pas ennuyée. Désolée aussi d'avoir joué cette petite comédie du fiancé. Quoique ça ne me déplairait pas, ajoute-t-il narquois. Devant mon regard un peu affolé, il juge bon de préciser. Rassure-toi, je ne ferai pas ça à Friedrich. Si jamais j'osais, il serait capable de me tuer. Je lui souris. Je n'aime toujours pas son uniforme, mais il y a du bon en lui. Il s'approche de Mathias pour lui caresser la joue. Et donc, voilà mon filleul. Vous avez bien travaillé tous les deux. Mathias, qui a fini de téter, le regarde de ses yeux bleus et le gratifie d'un sourire. Et il a l'air de m'apprécier, s'esclaffe Reinhardt. Il reste près de moi pendant la cérémonie, qui confirme le prénom de mon fils, qui n'a pas vraiment apprécié d'être aspergé par leur eau bénite SS. Et il m'a été prestement rendu. Son parrain a ainsi eu l'occasion de consoler le petit Matthias von Richter. Nous avons l'occasion de nous donner mutuellement des nouvelles. Reinhardt a quitté la Pitié avant la libération de Paris et travaille désormais à Munich, ce qui explique sa présence aujourd'hui. Je vais en profiter pour aller dire bonjour à mes parents, me dit-il, et à ceux de Friedrich, par la même occasion. Je lui donne donc les dernières nouvelles que j'ai de mon bel officier. Mais finalement, il en sait un peu plus que moi, puisqu'il m'informe que sa division va être prochainement retirée des Pays-Bas et transférée dans la première armée dans la Sarre. Un peu soulagé, je m'efforce de profiter des douceurs préparées pour les baptêmes de nos petits anges blonds. Finalement, Reinhardt doit repartir et je l'autorise à m'embrasser sur chaque joue. Avant son départ, je file vite fait dans ma chambre chercher 2 photos destinées aux parents de Friedrich que je lui remets. L'une de moi, avec leur fils, et une autre de leur petit-fils, qui pour l'heure s'est endormi dans les bras de son parrain, qui me le redonne après avoir déposé un baiser sur son front. Lorsque je rentre dans ma chambre, après avoir déposé Mathias dans son berceau, je récupère la dernière lettre de Friedrich pour la relire. Je ne peux m'empêcher de verser quelques larmes. Même si cette fête SS ne représentait rien pour moi, j'aurais aimé qu'il soit là. Il me manque tant. Ma belle Emma, mon amour. L'automne est déjà bien avancé, et je n'ai pas eu vraiment le loisir de regarder les arbres changer de couleur. J'aime l'automne qui transforme ma forêt noire en une palette flamboyante, où les feuilles des hêtres et des érables se parent d'or et de pourpre, créant un contraste saisissant avec le vert profond des conifères. Et l'air est plus frais, les températures sont idéales pour la randonnée. Cette saison est le moment où la nature se prépare au repos. Mais la guerre ne nous autorise pas ce repos qui permet pourtant de mieux renaître au printemps. Pourtant, je suis certain qu'elle va bientôt se terminer. Je dois te sembler nostalgique, mais le plus difficile est le manque de toi. Cette lettre, je l'ai rédigée de nombreuses fois dans ma tête, et aujourd'hui je peux enfin te l'écrire. Après tous ces combats que nous avons menés, heureusement notre commandant, conscient de la difficulté de notre mission, s'est assuré de préparer notre retraite sans que notre armée ait l'air de fuir. Pas simple. C'est ce que vous appelez en France ménager la chèvre et le chou, il me semble. Néanmoins, sa stratégie nous permet à moi et mes hommes d'être encore entiers. Tu vois, pour l'instant,
je tiens ma promesse, rester en vie. Et je maintiens le cap pour toi et Mathias. Notre bébé doit avoir changé, 3 mois déjà. Je n'ai pas la notion de ce qu'un bébé de cet âge est capable de faire. Je n'ai pas de frère ou sœur plus jeune que moi. Cela me chagrine de ne pas pouvoir le voir grandir. J'espère au moins que je serai de retour avant ses premiers pas. J'ai hâte de vous serrer tous les deux dans mes bras. Je vous embrasse, avec tout mon amour, ton Friedrich. Moi aussi, j'aimerais qu'il soit de retour avant les premiers pas de Mathias, et même avant ses premiers mots.